Dans l'actualité de ce 4 mars, ouverture de la première session ordinaire de l'année de l'Assemblée nationale cet après-midi. Un exercice qui se tient dans une atmosphère sociale particulièrement chargée. Le président de l'Assemblée nationale appelle le gouvernement et les organisations syndicales à privilégier le dialogue. Vous l'entendrez. Justement, parlant de front social, le Synatic annonce un arrêt de travail illimité dans les médias publics. Décision prise ce matin au cours d'une assemblée générale. Assemblée générale consécutive à un vaste redéploiement des travailleurs des médias publics décidé hier par le ministère de la Communication. Vous entendrez la réaction des organisations syndicales que Abdou Razak Traoré a rencontrées cet après-midi. Et puis, la RN22 bientôt réhabilitée. Les travaux de l'axe Ouagadougou-Kongoussi ont été lancés hier. Ils devraient coûter plus de 10 milliards de francs CFA. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, l'Assemblée nationale a ouvert sa première session ordinaire de l'année. C'est après midi même. Nous allons revenir sur ce sujet. Mais sachez aussi qu'au niveau du Synatic et du ministère de la Communication, le torchon est en train de brûler. Le Synatic qui annonce un arrêt de travail illimité. Nous reviendrons sur ces deux sujets tout à l'heure, mais avant, nous poursuivons ce journal en ouvrant le chapitre infrastructure. Eh bien, c'est une route longue de 110 km qui va être réhabilitée. L'axe Ouagadougou-Kongoussi, la RN22 devra faire peau neuve dans un délai de 10 mois. Les travaux lancés hier devraient coûter 10 milliards de francs CFA. Cette fois-ci sera peut-être la bonne pour ce tronçon qui s'est dégradé à grande vitesse quelques années seulement après son bitumage. Rémi Lambert-Nébier, reportage. Sur une centaine de kilomètres, la RN22 alterne bitume et terre battue. Elle est dans un délabrement total. Bitumée entre 2006 et 2008 pour plus de 17 milliards de francs CFA, cette route aura eu à peine une dizaine d'années de vie. Pénibles conditions et rallongement de la durée du voyage, multiplication des risques d'accidents et de panne. Emprunter l'axe Ouagadougou-Kongoussi était devenu faire l'un des voyages les plus pénibles sur les routes du Burkina. Sa réhabilitation s'imposait et cette fois-ci, le gouvernement veut construire du roc et du lisse pour fluidifier les échanges entre la capitale et les localités du centre-nord. Qu'elle était en bicouche, elle sera maintenant en BP, en béton bitumineux, c'est-à-dire ce qu'il y a de mieux. Alors, je précise que la reprise de la couche de fondation et de la couche de base concerne uniquement les sections qui sont fortement dégradées. Pour les sections qui sont en bon état, suite aux analyses qui ont été faites, on procédera tout simplement au déflashage, comme disent les techniciens, et ensuite on posera cette belle nappe de bébé, et au terme de ces travaux, nous serons tous heureux de glisser, parce que vous savez, sur le bicouche on roule, mais sur le bébé on glisse. Les travaux de réhabilitation sont lancés ce 3 mars par le Premier ministre pour un délai d'exécution de 10 mois. Ils coûteront 10 milliards et demi de francs CFA, financés par la Banque ouest-africaine du développement et le budget de l'État. La réhabilitation de cette route relancera les échanges économiques entre la capitale et la province du BAM, bastion de la maraîchiculture et de la pêche. La nationale 22 était appelée la route du coton parce que c'était une zone où il y avait une forte production cotonnière. Avant donc il y a un repli donc hydrique. Aujourd'hui, nous regardons qu'à cause du lac et à cause également de l'élevage et bien également de l'agriculture, cette route, la nationale 22, elle était un espoir pour les populations. Et quand la première phase a été donc goudronnée, on pensait que nous étions sortis donc des difficultés. Malheureusement, la forte dégradation avait fait en sorte que l'espoir des populations s'était émouché. Ça veut dire que ça va être certainement donc une source de développement économique. Les réhabilitations de plusieurs axes routiers ont été lancées ces derniers jours par le gouvernement. Et selon le Premier ministre, cela relève des priorités fixées par le chef de l'État. C'est un choix qui a été fait par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Dans son programme, il a prévu que le désenclavement doit précéder toutes les autres actions de développement.
Et nous sommes là justement pour démontrer que les constructions des routes sont en train d'avancer au niveau de notre pays. Le prolongement de la RN22 couvre le tronçon Kongoussi-Kibo, un chantier en souffrance du fait de la situation sécuritaire dans la zone. Mais selon le ministre des Infrastructures, tout est en train d'être mis en œuvre pour son achèvement dans les meilleurs délais. On reste à Kongoussi pour parler encore d'infrastructures, mais cette fois-ci d'aménagement hydraulique, notamment du projet de restauration du lac BAM, un projet dont les travaux ont été lancés depuis 2017, mais qui peine à avancer. Quelles en sont les raisons? Eh bien, les réponses avec le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Ambroise Nyunga, s'est rendu sur les lieux pour constater l'état d'avancement des travaux. Majid Bakwa. Nyunga Ambroise Ouedraogo sur les berges du lac Bam à Kongoussi dans la région du centre-nord. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement est venu s'imprégner de l'état d'avancement des travaux, du projet de restauration, de protection et de valorisation de l'infrastructure qui connaît un retard dans son exécution. Le premier site d'aménagement a été contesté par les populations qui n'ont pas voulu libérer. Entre-temps, il nous a fait parvenir des correspondances sur les menaces terroristes, parce que vous savez quand même que c'est une zone où la sécurité est quand même fragilisée. Maintenant, ça s'est calmé, Dieu merci, mais à un moment donné, ça a été inquiétant, ça a obligé l'entrepreneur un peu à rompre pour un moment ses travaux. Voilà effectivement un ensemble de facteurs qui ont contribué à un ralentissement des travaux. Mais nous sommes rassurés, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Tel que c'est parti, j'ai même demandé au maire qui est rassuré, le haut commissaire, le projet, tout le monde est rassuré. Et comme on dit aussi dans le proverbe, que le taux tarde avant d'arriver, c'est pas grave. Il suffit qu'il ne laisse pas sans arriver. À terme, ce sont 522 hectares de périmètre qui seront aménagés sur les rives du lac au profit des populations. Mais elles devraient attendre encore 3 mois pour pouvoir profiter des fruits de ce projet. Actuellement, l'ensemble des commandes de tuyauterie, de pommes et de pièces spéciales sont arrivées en douane à Ouagadougou. Et il suffit maintenant de multiplier les équipes d'installation. Vous avez vu que les tranchées sont déjà faites et les gens sont là-dessus. Il suffit maintenant, dès que nous aurons les tuyauteries sur le terrain, parce que ça est toujours en douane, dès que nous aurons ça, d'ici 2 mois et demi à 3 mois, nous pensons que ça va aller. En rappel, le projet de restauration, de protection et de valorisation du lac Bam a été lancé en mars 2017 par le président du Faso. Elle vise à restaurer la plus grande retenue d'eau du pays. Il connaît un ensablement ces dernières années. Et qui dit aménagement des cours d'eau, dit aussi agriculture. Et bien sûr, tout cela nous amène à la sécurité alimentaire. Un objectif qui mobilise et les autorités, les acteurs du monde agricole. Des initiatives sont prises. Parmi elles, l'agriculture intelligente. Un plan d'investissement dans ce mécanisme a été validé hier au terme d'un atelier auquel a assisté Archimède Boy. Ils sont tous attentifs aux explications de la formatrice du jour. Les acteurs du monde agricole burkinabé s'imprègnent des biens fondés de l'agriculture intelligente. Face aux effets du changement climatique, ce concept vise à améliorer la productivité et garantir la sécurité alimentaire. Dans ce dispositif-là, on va toucher à peu près 1,5 million de personnes, de producteurs, pour les engager dans de nouvelles approches qui permettent de mieux prendre en compte et de mieux sauvegarder la santé des sols, assurer des rendements durables et permettre aussi de mieux gérer les ressources pour qu'on sente moins les chocs, par exemple, des changements climatiques. Les risques en agriculture sont élevés pour diverses raisons. C'est pourquoi cette nouvelle approche met en place une assurance agricole. C'est un dispositif qui permet, sur la base d'un ensemble d'indicateurs, aux sociétés d'assurance de couvrir les risques agricoles des producteurs. Voilà, ça peut être des risques liés à la sécheresse, par exemple le manque de pluie, etc. Ça peut être des risques liés à des invasions de ravageurs, compte tenu justement des aléas climatiques. Donc tous ces risques-là, sur la base d'un certain nombre d'indicateurs, peuvent être pris en compte de façon à assurer le producteur pour
ils ne se retrouvent pas en fin d'année totalement démunis parce qu'il y a des phénomènes qui ont eu lieu qui ne dépendent pas de lui et qui dépendent par exemple du climat. Ce projet bénéficie d'un appui technique et financier de la Banque mondiale. Et cette institution a des attentes vis-à-vis du gouvernement burkinabé. C'est que le gouvernement dégage sa vision de comment aller de l'avant. Quels sont les programmes les plus importants, comment les prioriser, parce que vous savez, à la fin, il n'y a jamais assez, donc il faut faire des choix. Et ces choix sont parfois difficiles, je préfère ça à ça, voici pourquoi. Mais cette prise de décision pour faire ces priorités va permettre après à tout le monde de s'engager sur les choses les plus porteurs et de cette manière avoir un maximum de résultats. Parce qu'à la fin de la journée, c'est la réduction de la pauvreté et une croissance partagée qui prime. Dans son plan d'action stratégique 2016-2020 sur le changement climatique, le groupe de la Banque mondiale s'est fixé pour objectif d'accompagner 40 pays pour l'élaboration de profils et plans d'investissement d'agriculture intelligente face au climat. Venons-en maintenant au Front social, toujours en ébullition. Un Front social qui nous offre chaque semaine un épisode de plus, celui qui a débuté hier et bien concerne les médias publics. Tout est parti de ce vaste redéploiement du personnel du ministère de la Communication, notamment les salariés des médias publics. Plus de 300 agents de la RTB, télé, radio, mais aussi du quotidien Citoyen réaffectés par le ministère de la Communication. Résultat, une assemblée générale des travailleurs des médias publics convoquée ce mercredi. La décision est prise d'arrêter le travail jusqu'à nouvel ordre. Abdourazak Traoré a rencontré les responsables du Synatic. Ils se sont expliqués sur la situation. La nouvelle est tombée comme un coup péré dans les médias publics. Plus de 300 travailleurs sont affectés dans les directions du ministère de la Communication à Ouagadougou et dans les régions. C'est le branle-bas général dans un contexte où gouvernement et travailleurs sont dans une dynamique de dialogue pour une sortie de crise qui ébranle les médias d'État. C'est l'incompréhension chez le Synatic. Comment on se permet dans cette dynamique-là de s'élever pour affecter plus de 300 agents de façon arbitraire? Ce n'est pas normal pour nous. C'est des affectations irrégulières et pour nous, ce n'est rien d'autre que des sanctions. Et des agents qui exercent leurs droits, qui revendiquent donc de meilleures conditions de travail, qui exercent leurs droits. C'est mentionné que c'est pour nécessité de service. Nous ne comprenons pas cette nécessité de service. On entend également, on nous dit non, ce sont des agents qui sont en détachement, qui étaient en détachement, dont le détachement a pris fin. On est surpris également par ce discours qui bien sûr n'est pas sur la note d'affectation. Parce que quand un agent est en détachement, si le détachement est arrivé à terme, on le notifie et il le renouvelle. Et d'ailleurs, c'est un renouvellement tacite. Maintenant, si l'agent ne souhaite pas renouveler le détachement, il le signifie, il le fait savoir. À ce moment, on met fin à son détachement. La vague d'affectation est vivement critiquée parce que le Synatic estime que la mesure est irréfléchie. Irréfléchie car des personnes décédées ou retraitées auraient été mutées. Vous avez des agents qui sont sur cette liste-là, qui sont décédés. Des agents décédés qu'on se permet de redéployer. Vous avez également des agents qui sont à la retraite depuis 2 ans et qui viennent d'être affectés, soi-disant, pour nécessité des services. Comprenez tout le sérieux, pour ne pas dire tout le manque de sérieux qu'il y a derrière cette affectation. Ils sont affectés. Et on nous dit que ce sont des agents en situation irrégulière. Ah bon? Donc le ministère nomme des agents en situation irrégulière maintenant. Puisque le directeur de la télé, ça fait plus d'1 année qu'il est à son poste. Vous avez des DR qui ont été nommés il n'y a même pas 1 année. On nous dit qu'ils sont en situation irrégulière. Les programmes de la RTB ont été perturbés ce 4 mars. Des voix se sont élevées pour indexer la responsabilité des agents qui ont tenu une assemblée générale extraordinaire ce jour. Ils sont même accusés d'avoir déréglé le faisceau du signal, perturbant la diffusion sur satellite. Archifaux rétorque le Synatic. Sur une antenne. Il est sur un pylône, le faisceau.
il est à 40 mètres du sol. Dans cette surveillance policière, les agents sont-ils fous pour monter sur un faisceau, sur un pylône pour aller démonter un faisceau? Mais ce n'est pas du tout vrai. Les agents étaient tranquillement dans la cour. Ils ont tenu leur assemblée générale paisiblement. Ils n'ont touché à aucun matériel. À l'issue de l'Assemblée générale tenue ce jour, les membres du syndicat autonome de l'information et de la culture ont décidé d'un arrêt de travail illimité dans les médias publics. L'annulation des affectations est la seule condition pour aller au dialogue, martèle le syndicat. Et pour être complet sur ce sujet, sachez que demain, le ministre de la Communication tient une conférence de presse pour donner des explications sur ce vaste redéploiement des travailleurs des médias publics décidé hier en Conseil des ministres. Front social encore, mais cette fois-ci du côté de l'Assemblée nationale où le sujet préoccupe au cours de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année. Ce mercredi, eh bien, le président de l'Assemblée nationale a appelé le gouvernement et les organisations syndicales à privilégier le dialogue. Roméo Koïta. Pour les députés, c'est la rentrée officielle des classes ce 4 mars. L'ambiance est détendue, ce sont les retrouvailles après un bon moment de repos. Le Premier ministre et quelques membres de son gouvernement, Zéphrine Diabré, chef de file de l'opposition, sont aussi présents à l'ouverture de cette première session ordinaire 2020. Une session qui s'ouvre dans un contexte marqué par un front social en ébullition. Les organisations de la société civile sont à couteau tiré avec le gouvernement sur la question de l'UITS. Le chef du Parlement s'inquiète des conséquences de cette crise. Il invite les deux parties à privilégier le dialogue. L'irrédentisme de certains partenaires sociaux et les prédictions apocalyptiques de tout genre auxquelles nous assistons aujourd'hui ne sont pas de nature à préserver la paix sociale dont le Burkina Faso et les Burkinabés ont besoin pour relever le défi sécuritaire. C'est pourquoi j'invite les syndicats à se départir de toute logique de confrontation et à inscrire leurs moyens d'action dans le strict cadre républicain et dans le sens de l'intérêt général. J'exhorte également le gouvernement à créer les conditions d'une reprise diligente du dialogue. Pour Bala Alassane Sakandé, le contexte est inapproprié pour une fronde sociale telle qu'envisagée par les syndicats. Le défi sécuritaire auquel fait face le pays commande que les Burkinabés regardent dans la même direction contre l'ennemi commun, le terrorisme. Le pays est attaqué, les populations civiles sont massacrées. Mais le Burkina Faso restera debout, se convainc-il. À tous nos vaillants militaires, gendarmes, policiers, douaniers, agents des eaux et forêts, gardes de sécurité pénitentiaire morts pour la défense de la patrie, à toutes nos victimes civiles tombées sous les balles assassines, nous faisons le serment que le Burkina Faso restera tel qu'ils l'ont connu, aimé, servi et voulu qu'il reste, c'est-à-dire une nation libre, digne et fière. Cette session parlementaire 2020 est particulière pour les députés. C'est en effet la dernière année de leur mandat, alors qu'ils devront non seulement assumer pleinement leurs fonctions, mais aussi travailler à reconquérir leur électorat. Le président de l'Assemblée nationale invite le chef du gouvernement à lui transmettre les projets de loi de l'année 2020 à cette première session parlementaire afin que la seconde soit exclusivement consacrée à l'examen de la loi de finances exercice 2021. On change complètement de cap. Du 27 au 29 mai prochain se tiendra la 7e édition de ce grand rendez-vous, ce rendez-vous majeur d'affaires Africalia 2020. C'est dans 2 mois environ. Les organisateurs mettent les bouchées doubles. Ils ont rencontré le corps diplomatique résident au Burkina Faso. On a surtout parlé de la sécurisation de l'événement. Roméo Koïta. C'est une opération de charme qu'entreprend le comité de pilotage de Africalia auprès du corps diplomatique résident au Burkina Faso. Il s'agit tout d'abord de présenter l'événement à ses ambassadeurs, mais surtout de les rassurer quant aux mesures sécuritaires envisagées. Une manière de faire de ces diplomates des alliés et des partenaires privilégiés de cette 7e édition de Africalia qui se tiendra à Ouagadougou du 27 au 29 mai prochain. Depuis la création, nous avons toujours fait des roadshows dans les pays qui sont venus là aujourd'hui.
nous avons estimé que dans les innovations, il est bon de parler aux ambassadeurs résidents chez nous pour qu'ils ne se retrouvent pas à avoir des entrepreneurs ici dont eux-mêmes n'ont pas été à la base de l'information. Et compte tenu des aspects sécuritaires, compte tenu du coronavirus, compte tenu du fait aussi que nous avons envie de réussir l'événement, nous avons pensé que les meilleurs ambassadeurs, les meilleurs interlocuteurs pour sécuriser les chefs d'entreprise qui doivent venir, c'est les ambassadeurs et les consuls vivant au Burkina. L'événement prend ses marques au fil du temps. La précédente édition qui s'est tenue en République de Côte d'Ivoire l'année dernière a connu un franc succès selon les organisateurs. Plus de 700 entreprises avaient effectué le déplacement. Et pour cette édition, les ambitions sont les mêmes. Il y a aussi des innovations en vue, avec un accent mis sur la participation de la jeunesse. En travaillant avec l'UEMOA, parce qu'on va créer un mini-forum sur les projets structurants de financement avec l'UEMOA. Également, nous allons donner plus de chance à la jeunesse sur le territoire national, car la Chambre de commerce va sponsoriser à hauteur de 50% pour à peu près 100 jeunes et 100 femmes au prorata du nombre de choix par région, dans les 13 régions. Enfin, nous avons persisté sur le choix de privilégier les femmes et les jeunes, toutes tendances confondues, qui au lieu de 260 000, avec 200 000, peuvent accéder et être inscrits à ce 7e forum. Voilà la particularité de cette édition. Pour cette 7e édition, plus de 500 entreprises d'une vingtaine de pays sont attendues dans la capitale burkinabé. Dans les jours à venir, le comité de pilotage va entamer une tournée dans des pays d'Afrique et d'Europe pour promouvoir Africalia 2020. L'éducation sociale et financière sera peut-être la nouvelle matière qui fera son entrée dans les programmes de l'école primaire les prochaines rentrées scolaires. Eh bien, avant son implémentation, un atelier a réuni les différents acteurs autour de la question. Plus d'informations sur les conclusions des 4 jours de travaux. C'est avec Luc Pabelgem. Cet atelier pourrait servir de point de départ pour l'introduction de l'éducation sociale et financière dans les programmes d'enseignement à l'école au Burkina Faso, organisé par le cadre de concertation des organisations non gouvernementales et associations actives en éducation de base. L'atelier de formation en éducation sociale et financière a servi de cadre de partage des résultats du projet avec les institutions bilatérales et multilatérales, le gouvernement et les parties prenantes. Vous voyez, ce programme est vraiment innovant. Parce que vous voyez, on parle d'éducation sociale et financière. Et il est quand même très innovant et ça parle de, comment je vais dire, des compétences sociales qu'on doit inculquer aux enfants et aussi des connaissances financières. Et c'est ce qui manque souvent à nos enfants pour faire quand même des êtres complets. Et vous voyez que si déjà le primaire, on commence déjà à intégrer aux enfants cet enseignement qui parle de finances. Vous voyez que ce sont les finances qui font la vie des gens. Si tu sais bien économiser, ça va t'amener à être une personne qui sait gérer. Le Burkina Faso veut se servir de l'expérience de la Côte d'Ivoire en la matière. Le voisin ivoirien est avancé à ce niveau et c'est en toute logique que le formateur est venu tout droit d'Abidjan. Je voudrais noter avec vous que cette thématique est très importante dans la transformation, je veux dire, des jeunes, tant sur le plan social que sur le plan d'acquisition de compétences en matière financière. Cela est d'autant plus important qu'il s'agit de bâtir, de construire donc la prochaine génération d'acteurs économiques, et cela, c'est dès aujourd'hui. Cet atelier entre dans le cadre d'un projet que nous avions mené ensemble avec le CCEB, qui vise le renforcement des capacités sociales et financières de 6 000 jeunes au Burkina Faso. Et justement, cet atelier-là, c'est un atelier de 4 jours de formation pendant lequel le renforcement de capacités des ONG a été mis en avant. Il est attendu de cet atelier une meilleure compréhension de l'importance de l'éducation sociale et financière dans l'émancipation sociale et économique des jeunes au Burkina. Si les acteurs sont mieux outillés, ils pourront accompagner le déploiement du programme éducation financière au niveau local et national, tout en plaidant pour son intégration dans les curricula.
Et pour terminer, ce sont au total 55 villas de type social et économique qui ont été réalisées par la société immobilière Abdoul Service International au bénéfice des travailleurs de l'ONEA. Et nous sommes à Bobo, au Dioulasso. Eh bien, les bénéficiaires ont reçu les clés de leur maison au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée hier, 3 mars. Edith Nikiema se trouve Justin Dabiré pour le reportage. Faciliter et permettre l'accès de logements décents à tous les citoyens burkinabés, le rêve est devenu une réalité pour les agents de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Bobo-Dioulasso. Grâce à la société immobilière Abdo Service International, 55 villas de plusieurs standings sont réalisées sur ce site. Il s'agit de logements de type social F2 et F3 qui vont de 7 500 000 francs à 9 850 000 francs CFA. Des logements de type F3 semi-finis et F3 finis qui vont de 12 500 000 francs CFA à 14 millions de francs CFA et enfin des villas de type économique F4 dont les prix varient de 17 millions à 24 millions de francs CFA. À Abdoul Service, trop de paroles, ça ne sert pas. Moi, je pense que les preuves sont là. Pour ceux qui veulent quand même connaître comment la société travaille, les preuves sont là. Je pense qu'on va les inviter tous à venir regarder. Et je ne peux pas aussi terminer sans quand même remercier le ministère de l'Habitat et le chef d'État aussi par rapport à son programme de 40 000 logements. Ça fait partie du programme de chef d'État parce que c'est les fonctionnaires d'État. Et je pense que si aujourd'hui, toutes les sociétés d'État en pensent pas, beaucoup de Burkinabés, beaucoup de travailleurs doivent quand même avoir des logements. Vraiment plus que satisfaite. Au nom du PDG, je remercie les agents de l'ONEA qui nous ont fait confiance pour ces logements. Et je peux vous confirmer la qualité des logements, vraiment, il n'y a rien à dire. Les coûts sont accessibles à tous les citoyens. À la base, nous avons des logements sociaux, des logements économiques et des grands standings. Donc par rapport à vos bourses, vous pouvez souscrire avec Abdoul Service. Des logements de qualité à des prix accessibles réalisés en une année et selon les règles de l'art, comme le confirme le représentant du directeur régional en charge de l'habitat des Hauts-Bassins. Quand vous regardez un peu la taille des bâtiments et les fondations, nous pouvons dire qu'effectivement, c'est des maisons qui ont été construites en respectant les normes, en respectant la règle de l'art dans ce domaine. Et nous, à la direction, nous sommes vraiment satisfaits quand nous constatons que les travaux sont menés de bout en bout et que nous voyons enfin des bâtiments qui sont érigés et que nous pouvons dire que c'est de bonne qualité. Au nom des bénéficiaires, le directeur régional de l'ONEA des Hauts-Bassins salue cette initiative du promoteur Abdoul Ouedraogo. C'est un grand jour, c'est un très grand jour pour l'ONEA de recevoir vraiment ces villas qui ont été réalisées par Abdoul Service dans le cadre d'une convention que nous avons signée avec cette entreprise, dans le cadre de la mise en œuvre de notre politique sociale pour l'atteinte des objectifs de notre plan stratégique de l'ONEA. Des travaux sont en cours de réalisation sur le site de la cité ONEA en vue de rendre disponible l'eau et l'électricité. Le projet de la cité ONEA fait partie des missions de la société immobilière Abdoul Service International. Au total, ce sont environ 100 logements qui vont être livrés à Bobo-Dioulasso et près de 200 logements à Ouagadougou dans les jours à venir, selon le président directeur général de Abdoul Service International. Voilà, et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. On se donne donc rendez-vous demain à la même heure, ici même, 19h30.